Le président Trump a suggéré un possible changement du régime cubain cette année, tout en accentuant la pression sur celui-ci. Il a déclaré ouvertement que tout comme le Venezuela, un changement similaire se produirait à Cuba. Après le Venezuela et l'Iran, il semble que la prochaine cible soit effectivement Cuba. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Le président Trump a déclaré lors d'une interview pendant la guerre avec l'Iran qu'il prévoyait un changement à Cuba similaire à celui du Venezuela. Cuba bénéficiait d'une importante aide pétrolière et médicale du Venezuela, mais après l'éviction du président Maduro par les États-Unis, cette aide a cessé, provoquant une crise nationale. Cependant, le président Trump a évoqué ce sujet en déclarant qu'il pouvait provoquer un changement de régime. Le 7 mars, le président Trump a lancé une coalition avec des pays d'Amérique centrale et du Sud pour lutter contre les cartels criminels de la région. Le président Trump a affirmé vouloir mobiliser l'armée américaine pour éliminer les organisations criminelles en Amérique centrale et du Sud, montrant son intention de contrôler militairement le continent. Le président américain Trump a également déclaré que si l'on lui indiquait simplement l'emplacement des cartels, il pourrait immédiatement déployer l'armée américaine pour mener des opérations militaires. Le président Trump a fait ces déclarations alors qu'il était en guerre contre l'Iran. La raison pour laquelle il a insisté sur un leadership quasi hégémonique sur l'hémisphère occidental est interprétée comme une tentative de calmer sa base électorale principale, qui s'oppose à l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient, estimant que cela va à l'encontre du principe de l'Amérique d'abord. La politique étrangère de Trump vise à renforcer l'hégémonie américaine dans l'hémisphère occidental et à exclure toute ingérence extérieure. De plus, l'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de l'administration Trump est de ne presque pas intervenir dans les affaires des autres continents, en dehors de l'hémisphère occidental. Mais cette attaque contre l'Iran a quelque peu ébranlé ce principe. C'est pourquoi il semble qu'ils agissent ainsi pour apaiser un peu la situation. Cependant, contrairement à cela, Cuba est réellement au bord de l'effondrement, à tel point que Cuba pourrait même se déclarer en état de guerre. Selon l'AFP, les médias officiels cubains indiquèrent que le président Miguel Díaz-Canel a présidé une réunion du Conseil de défense nationale. Lors de la réunion, plusieurs plans et mesures pour la mise du pays sur le pied de guerre ont été examinés et approuvés. Cette annonce est interprétée comme un signe que le gouvernement cubain envisage la possibilité d'un conflit militaire avec les États-Unis. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, il est difficile de dire que Cuba se prépare réellement à la guerre. Cela paraît plutôt être un message politique pour surmonter une grave crise économique. La situation de Cuba est actuellement très critique. L'électricité et le carburant manquent régulièrement, affectant industrie et transport. Dans cette situation, le fait que le gouvernement ait sorti la carte de mettre le pays en état de guerre est largement interprété comme une tentative de renforcer la cohésion interne et de gérer la situation de crise. Pour comprendre la situation actuelle, il faut aussi considérer les récents événements au Venezuela, où les États-Unis ont exercé une pression militaire et arrêté le président Nicolás Maduro avant de l'extrader vers les États-Unis. Cet événement semble avoir été perçu comme un choc considérable par le gouvernement cubain. Du point de vue de Cuba, le Venezuela est l'un des rares alliés de gauche et un partenaire clé dont il dépend économiquement. Le fait que le président Maduro soit tombé aux mains des États-Unis en quelques heures représente une menace directe pour le régime cubain, en particulier dans le domaine de l'énergie. Le Venezuela représentait une véritable bouée de sauvetage pour Cuba. Cette relation n'a pas été établie récemment, mais c'est une structure qui existe depuis longtemps, depuis l'époque de l'ancien président Hugo Chavez. À l'époque, le gouvernement de Hugo Chavez approvisionnait Cuba en pétrole à prix réduit grâce à sa forte production, bien en dessous du marché international. Cette structure d'approvisionnement avait une signification qui allait au-delà d'une simple transaction économique. Il s'agissait d'une relation de coopération stratégique visant à maintenir une alliance politique et à soutenir mutuellement leur régime. Quand on regarde la structure énergétique de Cuba, on comprend à quel point ce problème est critique. Cuba dépend principalement des centrales thermiques pour l'essentiel de son électricité. Cela signifie que dès qu'il y a une pénurie de carburant, le taux de fonctionnement des centrales électriques chute immédiatement. La production d'électricité diminue, ce qui affecte en même temps la production industrielle. Les usines s'arrêtent, et des problèmes surviennent également dans la logistique et les systèmes de transport. Les transports en commun et les infrastructures essentielles, comme les hôpitaux, peuvent être perturbés. À Cuba, de longues coupures de courant surviennent déjà fréquemment. Dans certaines régions, l'électricité est découpée plusieurs fois par jour. Si l'approvisionnement en pétrole du Venezuela s'arrêtait, toute la société cubaine serait déstabilisée. L'électricité impacte l'industrie, les transports et la santé, d'où la grande préoccupation du gouvernement cubain face à la situation au Venezuela. Face à la pression américaine sur le régime vénézuélien, Cuba craint d'être la prochaine cible et le sentiment de crise s'accentue. Dans ce contexte, on interprète le message fort de Cuba comme une mise sur le pied de guerre. De plus, il semble que toutes les livraisons de carburant à destination de Cuba fassent l'objet d'un blocage total. Les États-Unis renforcent les sanctions contre Cuba, que l'administration Trump considère désormais comme une menace pour la sécurité nationale. Ils ont aussi posé les bases pour imposer des droits de douane et sanctions financières aux pays tiers et aux entreprises fournissant du pétrole brut ou des produits raffinés à Cuba. Par conséquent, alors qu'avant,
2020, Cuba pouvait obtenir entre 100 000 et 120 000 barils de pétrole brut par jour. Ce chiffre est maintenant tombé à seulement 50 000 à 60 000 barils par jour. De plus, la réduction de l'énergie envoyée à Cuba a fait baisser la production d'électricité. Comme dit plus tôt, Cuba repose à plus de 90% sur des centrales thermiques. Mais faute de carburant, l'exploitation des centrales est tombée à 60-70%, entraînant des coupures de courant tournantes de 8 à 12 heures par jour dans un nombre croissant de régions. Certaines analyses prévoient même que le taux de croissance du PIB pourrait chuter jusqu'à moins 5% dès 2026. De plus, Cuba est un pays qui dépend fortement de l'industrie du tourisme. L'approvisionnement en carburant pour l'aviation étant devenu difficile, le nombre de vols internationaux a considérablement diminué. Il a baissé d'environ 20 à 30% par rapport à 2025. De plus, environ 40% des chambres d'hôtel sont inoccupées. La situation est vraiment grave, n'est-ce pas? En réalité, c'est comme si l'ensemble de Cuba était sous blocus. Si les États-Unis exercent une pression aussi forte et appliquent dans des politiques proches du blocus contre Cuba, c'est aussi pour une autre raison importante. Il s'agit de la présence de la Russie et de la Chine. Cuba est géographiquement très proche des États-Unis, à seulement 150 km de la Floride. Pour les États-Unis, c'est presque une île juste devant leurs côtes. Le fait que des grandes puissances rivales comme la Russie ou la Chine étentent leur influence dans une telle position est une question très sensible pour les États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis ne considèrent pas la question cubaine comme un simple conflit diplomatique ou idéologique. Ils la perçoivent comme une question directement liée à leur sécurité nationale. La Russie a montré ces dernières années une volonté de renforcer à nouveau ses relations avec Cuba. La possibilité d'une coopération militaire a même été évoquée. La Russie continue d'élargir sa coopération avec Cuba en énergie, tourisme et technologie militaire. Mais il est peu probable qu'elle installe une grande base militaire comme à l'époque soviétique. Pour les États-Unis, la simple présence militaire, même symbolique, de la Russie est très gênante. Les États-Unis rivalisent déjà stratégiquement avec la Russie en Europe et refusent de toute extension de son influence dans leur arrière-cour. Et il en va de même pour la Chine. La Chine se rapproche de Cuba de manière beaucoup plus discrète que la Russie. Les entreprises chinoises se sont intéressées aux infrastructures de base de Cuba, telles que les réseaux de télécommunications, les installations portuaires et le réseau électrique. Récemment, il a été mentionné que des capitaux chinois pourraient investir dans les énergies renouvelables et le réseau électrique pour résoudre la pénurie d'électricité à Cuba. Ces démarches peuvent sembler être une coopération économique à première vue. Cependant, du point de vue des États-Unis, cela apparaît différemment. En effet, investir dans les infrastructures signifie exercer une influence à long terme. Des infrastructures telles que les ports ou les réseaux de communication sont utilisés comme installations économiques en temps de paix, mais peuvent également être exploités à des fins militaires si nécessaire. C'est pour cette raison que les États-Unis ne considèrent pas la question cubaine comme un simple problème régional. Ils la voient comme une partie de la compétition stratégique mondiale. Les États-Unis cherchent à contenir la Russie en Europe et à exercer une pression sur la Chine dans l'Indo-Pacifique. Dans ce contexte, on observe des efforts pour empêcher l'émergence d'un nouveau point de concurrence dans l'hémisphère occidental. Cuba se trouve précisément à cet endroit stratégique. Il paraît peu probable que les États-Unis fassent pression sur Cuba en y envoyant directement leurs forces armées. Les États-Unis n'ont pas vraiment de raison de déplacer un groupe aéronaval dans les Caraïbes pour montrer leur force ou risquer un affrontement militaire. En effet, les décennies de sanctions économiques et de blocus financiers ont déjà considérablement affaibli la capacité de résistance de Cuba. Les réserves de devises combo sont presque épuisées, et la pénurie de carburant et nourriture rend la vie plus difficile. Dans ce cas, il semble possible d'obtenir des résultats suffisants en maintenant la pression actuelle, sans risquer une action militaire. En particulier, ces dernières années, l'économie cubaine traverse une crise structurelle. L'industrie du tourisme s'est fortement contractée, et, avec les restrictions sur les transferts d'argent depuis l'étranger, l'afflux de dollars a considérablement diminué. S'ajoute une pénurie d'électricité causant de longues coupures répétées en ville, rendant difficile le fonctionnement normal des usines et des transports. Il est devenu courant de voir les habitants faire la queue pendant des heures pour se procurer des produits de première nécessité, et de nombreux jeunes quittent massivement le pays pour l'étranger. Si la situation intérieure est affaiblie, même un petit choc extérieur pourrait menacer la stabilité du régime. À cela s'ajoute la situation au Venezuela, ce qui étouffe encore davantage Cuba. Jusqu'à présent, Cuba a pu tenir le coup face à ses problèmes énergétiques grâce au pétrole en provenance du Venezuela. Cependant, si le régime vénézuélien subit lui-même un coup dur, cette chaîne d'approvisionnement pourrait également vaciller à tout moment. Si l'approvisionnement en énergie venait à diminuer fortement, l'économie cubaine risquerait de vaciller à un rythme bien plus rapide qu'aujourd'hui. Si la production d'électricité diminue, les activités industrielles s'arrêtent, et cela a également un impact important sur les systèmes de transport et de santé. Si ce cercle vicieux se poursuit, la gestion même du pays pourrait devenir extrêmement difficile. Pour les États-Unis, observer simplement cette évolution pourrait suffire à se rapprocher de leurs objectifs stratégiques. Même sans intervention directe, l'économie et la structure sociale de Cuba pourraient vaciller de l'intérieur, ce qui affaiblirait considérablement la stabilité du régime. C'est pourquoi la stratégie actuelle de blocus et de pression est considérée comme une méthode beaucoup moins coûteuse que l'action militaire, tout en pouvant produire des effets durables.
Le fait que les États-Unis puissent éviter les critiques de la communauté internationale concernant une intervention militaire est également un facteur important. Il semble donc que les États-Unis continueront à exercer une pression sur Cuba en maintenant le blocus plutôt qu'en intervenant militairement.